Mais il faut enlever le petit aluminium. Continue. Bah, quand tu veux, Continue. tout de suite, hein. Tiens. Bah oui, parce Pas mal, que... t'as raison. Oui, on marque. Pas de regret, mais j'y Bon. crois. Faut quand même. Et hop. Et oh! Voilà. Il y a un truc Voulez-vous à dîner tenir. avec moi ce soir? Oh ben Georges. Eh, Oui. Si je suis vivant. ah, alors, c'est un chatouillement si vif, des titillations de volupté si piquantes. Attention, Sade. Et moi, Ça démarre je très suis fort. un mythe vivant, c'est quelques degrés au-dessus d'une star. Oh! Qu'est-ce que t'entends? Notre Quand ignorance c'est Buvons, chers amis, buvons. Le temps qui nous y convie. Profitons de la vie autant que nous pouvons. Quand on a passé l'onde noire, adieu le bon vin, nos amours, dépêchons-nous de boire. Dépêchons-nous de boire. On ne boit pas toujours. À votre santé. Attendez-moi. Ah oui, t'es passé Ah, pardon. Sans. D'une Allez. impolitesse. Santé, santé à tous. Merci. Toutes et tous. Ah oui, je voulais avoir votre avis. L'homme de génie doit-il être gras ou maigre? Ça commence très fort. Chair ou poisson? C'est une question assez difficile à résoudre. Quand j'étais jeune, et il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais les plus étranges idées à l'endroit de l'homme de génie. Et voici comment je me le représentais. Un teint d'orange ou de citron, les cheveux en flammes de pot-au-feu, des sourcils paraboliques, des yeux excessifs et la bouche dédaigneusement bouffie par une fatuité byronienne, le vêtement vague et noir et la main nonchalamment passée dans l'hiatus de l'habit. Ah là, c'était du Chateaubriand tout craché. Que ce soit dans la poésie, au théâtre ou dans les contes, les fables, le roman, la littérature a marqué selon les époques plus ou moins d'intérêt pour la nourriture et les scènes de repas. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que la poésie, au sortir de ce long jeûne, étonnée et ravie d'avoir à manger, se mit à travailler des mâchoires de si bon courage qu'en très peu de temps, elle prit du ventre. Sainte-Beuve, avec qui je dînais un jour, m'a posé une question à laquelle j'ai trouvé qu'un tiers de la réponse. Alors, voyons si vous serez plus malin que moi. L'histoire naturelle connaît 3 grands estomacs. Ah, vous voulez quels? Allez. Le pélican. Pangolin, oui, Le c'est ça. requin. Ah, le requin, c'est une bonne réponse. Hein. La vache. Oui, ça pourrait être une bonne réponse. Non, le canard. Ah bon? Mais oui, grand estomac. Et puis, Monsieur Victor Hugo. Oh là 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 là! Il est vrai que le monde et la redingote de Monsieur Hugo ne peuvent contenir sa gloire et son ventre. Tous les jours, un bouton saute, une boutonnière se déchire. Alors, en sa qualité de prince souverain de la poésie romantique, nous devons à la vérité de dire que M. Victor Hugo n'a pas les joues suffisamment creuses et qu'il a l'air de se porter beaucoup trop bien. Oui, comme Napoléon devenu empereur, mon ami. C'est un bon point, sans le nommer, hein. Et cause du gribouillis. Le gribouillis. Le gribouillis. Oui, ma grande gourmandise est le gribouillis. Bon, qu'est-ce que c'est que le gribouillis? Qu'est-ce que c'est que... En fait, Qu'est-ce que c'est que le gribouillis? c'est un plat Un plat? de mon invention que j'exécute moi-même à table. C'est un mélange de tout ce que l'on me sert. Œufs, viande, légumes, sauce et friture. J'en fais une sorte de pâté que je découpe, hache à petits coups de couteau et assaisonne en y versant la salière. C'est la chose la plus exquise du monde. Peut-être as-tu partagé ton gribouillis avec l'un de nos plus féconds
romancier, néanmoins ami, M. Honoré de Balzac, qui est un muit plutôt qu'un homme. 3 personnes en se donnant la main ne peuvent parvenir à l'embrasser. Il faut 1 heure pour en faire le tour. Il est obligé de se faire cercler comme une tonne de peur d'éclater dans sa peau. Méchant, méchant, méchant. Et je veux précisément vous donner le départ de cet embonpoint. Avril 1836. Ah, c'est précis. Voilà que je séjourne en prison après avoir refusé de servir dans la garde nationale. Je préviens mon éditeur de mon incarcération et lui demande de l'argent. Mon éditeur arrive avec 200 francs et sans attendre, je commande un repas digne d'un roi. Dans ma cellule s'ensuit pâté, volaille truffée, gibier glacé, confiture, vin fin et liqueur rare. Je calme par la boulimie la contrariété d'être enfermé et pisse de la copie en buvant beaucoup. Avec le mot « fin » venait enfin la libération tant attendue. Je me précipite alors au restaurant où j'avais là une centaine d'huîtres en hors d'œuvre, arrosées par 4 bouteilles de vin blanc, puis je commande le reste du repas. 2 côtelettes, plus encore une côtelette, encore une côtelette, encore une côtelette, encore une côtelette. Ça fait 12 côtelettes, de présalé au naturel, un caneton au navet, une paire de perdreaux rôtis, une sole normande, sans compter les fantaisies telles que entremets, fruits, poires, dont j'avala plus d'une douzaine. L'art est aujourd'hui à un bon point. Et Monsieur Dumas aussi. L'africanisme de ses passions n'empêche pas l'auteur du grand dictionnaire de cuisine d'être très dodu. Hein. Sa taille de tambour-major est cause qu'il ne paraît pas aussi gros que ses rivaux en génie. Cependant, il pèse autant qu'eux. En fait, c'est un Balzac passé au laminoir. Que voulez-vous? Je ne peux m'empêcher de commander toujours 3 beefsteaks pour 1 et de suivre cette proportion pour tout le reste, ce qui n'est rien en comparaison de l'empereur Maximin qui mangeait chaque jour 40 livres de viande et buvait 80 pintes de vin. Et est-il vrai qu'il avait 8 pieds de haut? 2,43 m. Oui, 2,43 m. Et qu'il était gros à l'avenant? Ça, c'est le portrait de Gargantua. Oui. Il paraît même que les bracelets de sa femme lui servaient de bague Ah ouais? et sa ceinture de bracelet. C'était un véritable glouton flasque. Alors que moi, quand je mange un plat que j'aime, je deviens vif, plus gai, plus dispo. J'éprouve dans mes veines une chaleur douce, voluptueuse, qui ne tarde pas à se communiquer à ma tête. Grimaud, Grimaud, vous avez encore du champagne, vous? Plus de champagne. Sidonie Gabrielle Colette. Hein. Ah, non, 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 non. Colette tout court. Bon, alors, Colette tout court. Peu le savent, mais autour de cette table, vous avez commencé par être journaliste? Oui, c'est vrai. En 50 ans, j'ai écrit plus de 1200 articles, publiés dans une centaine de journaux. Les articles de presse que vous avez publiés sont intimement liés à votre biographie, à votre œuvre littéraire, mais aussi à votre solide réputation de gourmande. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, nombre de lectrices ne m'imaginent qu'attablée, encadrée de pâtés et de flacons. Ben, oui, c'est le cas. Votre écriture gustative et sonore, parfumée et tactile, est une pensée qui s'est fait chair. L'arôme de la mie, le toucher soyeux de la farine sur la croûte, la force des mains qui pétrissent la pâte. C'est insensuel. Non. Connaisseur. C'est embellir la vérité que de me prendre pour un cordon bleu. Eh oui, je suis désolée, mais alors je suis seulement capable de gouverner l'exécution d'un plat et donner des conseils, tout égayé de gastronomie éclairée. Ceci dit, j'avoue
J'aime être gourmande. Cela sonne comme un manifeste. Ah, que voulez-vous, je suis bourguignonne. Ambassadrice, consommatrice et viticultrice. Ah, c'est vrai qu'au fil de vos écrits, vous déclarez votre passion pour la vigne et le vin. Ah, la vigne, le vin. Ah, ce sont de grands mystères. Seule dans le règne végétal, la vigne nous rend intelligible ce qu'est la véritable saveur. Eh oui, elle ressent, elle exprime par la grappe les secrets du sol. Et c'est une œuvre admirable de ce fameux poète appelé le Soleil. Reste des chevaliers n'a rien de plus vermeil. Quel livre vaut cela? Trouvez-moi quelque chose de plus spiritueux. Hein. Grimaud, je n'ai pas eu de champagne. D'ailleurs, je n'avais pas plus de 3 ans lorsque mon père, partisan des méthodes progressives, me donna à boire un plein verre à liqueur d'un vin mordoré envoyé de son pays natal. Le Gewürz. Non, non, non. Le muscat de Frontignan. Alors là, attendez. Coup de soleil. C'était incroyable. Et sensation voluptueuse. Le champagne. Ce sacre me rendit à jamais digne du vin. Le muscat blanc du Roussillon et les côtes du Languedoc, tels que Lunen, Frontignan et Rivesaltes sont, je trouve, les meilleurs vins blancs. Oui, savez-vous que du temps de Phèdre et d'Aristote, c'est-à-dire au moins 400 ans avant Jésus-Christ, on conservait le vin dans les amphores en terre cuite, hein, ou alors dans des pots de bouc. Ça faisait 28 litres à peu près. Et il fallait racler, parce que le vin se desséchait tellement qu'on était obligé de le racler. Et pour faire dissoudre, pour le boire, ce liquide coagulé. Marcel Oh, ben saluons Marcel Proust. Dites, honoré par le prix Goncourt, hein, célébrons jusqu'à l'ivresse cet écrivain qui a apporté au monde la beauté neuve. Alors, il y a de multiples manières de célébrer son œuvre, à travers les nombreux volumes à la recherche du temps perdu. Mais d'abord, nous pourrions lever notre verre. Ouais. Hein? Allez. À la santé de Marcel Proust. Marcel? À Marcel. À Marcel. Merci, les amis. Santé. Ma chère Colette. À la bonne vôtre. Allez, Alors, Marguerite, C'est que Alexandre. la littérature est l'égale de la gastronomie. Mais c'est vrai que nous parlions de gastronomie et en fait, il y a dans votre œuvre littérature, gastronomie qui font bon ménage. Oui, Hein? c'est vrai, je disais que l'un est égal à l'autre parce que j'ai écrit à ma cuisinière Françoise, je voudrais réussir aussi bien que vous ce que je vais faire cette nuit, que mon style soit aussi brillant, aussi clair, aussi solide que votre gelée, que mes idées soient aussi savoureuses que vos carottes et aussi nourrissantes et fraîches que votre viande. En attendant d'avoir terminé mon œuvre, je vous félicite de la vôtre. Oui. Pour répondre à votre remarque, en effet, il y a certes la fameuse Madeleine, courte et dodue dans Un amour de Swann, mais également les œufs brouillés au lard et le homard à l'américaine de Jean Santeuil. La bouillabaisse de Sodome et Gomorre, la glace à la vanille des Guermantes, le riz à l'impératrice, les crèmes de chocolat, etc. Ah, non, mais la cuisine, chez lui, est beaucoup plus que la cuisine. C'est un paysage absolu. À l'ombre des jeunes filles en fleurs, il cause même avec les desserts. Les gâteaux étaient instruits, les tartes étaient bavardes. Il y avait dans les premiers des saveurs de crème et dans les secondes des fraîcheurs de fruits qui en savaient long. Cela me met en appétit. Je suis ému
de dîner à vos côtés. Non. Enfant, je me suis passionné pour le capitaine Fracasse, Monsieur Gautier. Une histoire de cap et d'épée comme les aiment en général les garçons. Adolescent, Monsieur Dumas sera également un de mes auteurs de prédilection. Quant à Madame Sand, dans mon enfance, ma mère, lectrice admirable par le respect et la simplicité de l'interprétation, Merci, très joli. par la beauté et la douceur du son, pour calmer ma nervosité, merci, me lisait à haute voix François le Champy, Ah, oui. mais en sautant toutes les scènes d'amour. Dites donc, c'est magnifique, hein? Magnifique. Oh, extraordinaire. Et Dites, Marcel, la plupart d'entre nous connaissent George Sand comme romancière, voyageuse, femme engagée politiquement, visionnaire, voulant être l'égale de l'homme. Mais vous savez qu'elle est une fine cuisinière? Moi, oui. J'ai lu que vous aviez beaucoup reçu à Nohant, dans le château dans lequel vous avez grandi. Et parmi vos hôtes se présentait alors, ici présent, Monsieur Gautier, Monsieur Balzac, et puis votre fils, Monsieur Dumas, je pense. Hein, et puis ainsi que Chopin, Musset, Flaubert. Et de la croix, de la croix. Oh, mon fils me rapportait d'ailleurs que, fidèle à vous-même et à vos idéaux sociaux, vous souhaitiez que vos domestiques apprécient les mêmes repas à leur table que ceux de vos invités. Ce qui me semble tout à fait normal. Et pour nourrir tout ce beau monde, il faut une cuisine substantielle. D'une façon générale, l'accent est mis sur des plats nourrissants et peu coûteux, comme une tourte aux légumes en sauce. Et l'on mange à Nohant davantage de gibier et de poulet que de la viande. Et vous en êtes d'ailleurs assez souvent plein, mon bon Théo. Ah ben oui, mais que voulez-vous, Georges? Moi, le matin, ce qui m'éveille, c'est que je rêve que j'ai faim. La viande me lève. Même chose pour les desserts, Théo. Crème soufflée ou mousse au chocolat, pain aux fruits confits ou aux épices, riz au lait, compote de marron. Il paraîtrait que Madame Duras, Ah femme de lettres, amoureuse des plaisirs de la vie, de la nourriture et du vin, est assez bonne cuisinière. Ah, j'adore son omelette vietnamienne. Oui, qu'il m'est arrivé de rater sans toujours savoir pourquoi les œufs devaient être trop cuits. Mais il m'est arrivé de la réussir au-delà de ce que j'avais cru possible. Mais je ne sais pas non plus pourquoi. Mais alors, voilà mon conseil, il faut démarrer à feu doux. Et il faut placer entre la poêle, sous la poêle le diffuseur. Attendez, Indispensable. je note. Il faut faire venir, voilà, à vos crayons, des lardons, du porc gras non salé, coupé en tout petits morceaux. On peut y ajouter une petite gousse d'ail râpée. Et quand le porc est bien revenu, vous ajoutez les poireaux émincés très fins. Hein? Et puis, vous poivrez, ne salez pas surtout. Pourquoi? Parce que vous verrez tout de suite pourquoi. Et quand les morceaux de lard sont bien amalgamés, vous ajoutez les champignons noirs, bien lavés surtout, très bien lavés, du vermicelle chinois, des germes de soja, et avant de mettre les œufs, une bonne rasade de gnoc mam. Qu'est-ce que c'est? Mais voilà, attention, le gnoc mam est très salé. Ah, c'est pour ça que je ne sale pas au début. Voilà. Alors, ne pas mettre de sel, c'est tout. Ah, très bien. Voilà, parfait. Merveilleux. Merveilleux. Moi, j'ai fait une halte dans une auberge à Schaffhausen, tout près de la Suisse. Et on m'a apporté un dîner français servi par un garçon français avec une carte en français. Quelques originalités sans doute involontaires se mêlaient non sans grâce à l'orthographe de cette carte. Omelette était écrit omelette
H-A-U-M-E-L-E. Omelette aux champignons. Aux champignons. Champignons. C'est H-A-N-T-P-I. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que j'avais grand faim. Et cherchant à compléter mon dîner, au-dessous de ces lignes, je suis tombé sur ceci. Je bois un peu d'eau parce que je... Des marguerites. Calaïche à la choute. Calaïche à la choute. Ouais, par Dieu, je me suis dit, cela doit être quelques raffinements propres à la cuisine de Chafousse. J'appelle le garçon. Monsieur, une calaïche à la choute. Ici, le dialogue s'engage en français parce que je vous dis que le garçon parlait français. Voilà. Fort bien, monsieur, demain matin. Non, non, tout de suite. Mais mon chéri, il est bien tard. Et qu'est-ce que cela fait? Mais il sera nuit dans 1 heure. Eh bien, mais mon sire ne pourra pas voir. Voir quoi? Je ne demande pas à voir. Je comprends pas, messire. Ah, ça, c'est donc bien beau à regarder votre calaïche à la choute. Admirable, magnifique. Bah d'accord, eh bien vous m'allumerez 4 chandelles tout autour. 4 chandelles? Monsieur Chou, je ne comprends pas. Par Dieu, je me comprends bien, moi j'ai faim, je veux manger. Manger quoi? Manger votre calaïche, notre calaïche, votre choute, notre choute. Mangez notre choute, monsieur Chou, mangez la choute d'Irin. Voilà. Oh, ici, je suis parti. Excusez-moi, d'un éclat de rire, le pauvre diable de garçon ne comprenait plus. Et moi, je venais de comprendre. Calaïche à la choute signifiait calèche à la chute. Oui, en d'autres termes, après vous avoir offert le dîner, la carte vous offrait complaisamment une calèche pour aller voir la chute du Rhin. Et alors, vous Moyennant êtes 10 allé? francs. Vous êtes allé? Oui, bah, j'ai retenu pour le lendemain matin une calaïche à la choute. Une calaïche à la choute. Grimaud, une calaïche à la choute. Le beefsteak d'ours. Vous l'ai-je déjà compté? Non. Le beefsteak d'ours. Alors, j'arrivais à l'hôtel de la Poste à Martigny, en Suisse, vers les 4 heures du soir. Le maître de la maison m'accueille. Monsieur dîne-t-il? Tous les jours, et religieusement. Monsieur est bien tombé. Aujourd'hui, nous avons encore de l'ours. Suis-je médiocrement flatté du rôti? Est-ce que c'est bon, votre ours? Quand vous en aurez goûté, vous ne voudrez plus manger autre chose. 4 plats formaient le premier service et au milieu était un beefsteak. D'une mine à faire honte à un beefsteak anglais. Qu'est-ce que c'est que ce beefsteak? Demandai-je. Du poulet d'ours. Rien que cela. Goûtez-moi cela et vous m'en direz des nouvelles. En effet, je coupais un morceau gros comme une olive. Je l'imprégnais d'autant de beurre qu'il était capable d'en éponger. Et en écartant mes lèvres, je le portai à mes dents. Et quand il vit avaler, comment? C'est de l'ours. De l'ours. Vraiment? Parole d'honneur. Eh bien, c'est excellent. Quand même. C'est que l'animal auquel vous avez affaire était une fameuse bête pesant 320 kilos. Au poids. Qu'on n'a pas eu sans peine, je crois bien. Le gaillard, ce gaillard-là, l'ours avait mangé la moitié du chasseur qui l'a tué. Le morceau me sortit de la bouche comme repoussé par un ressort. Ça ne m'étonne pas. À l'inverse de mes grands contemporains ici présents, je n'ai pas accompli ni relaté de grands voyages sur des cieux lointains. Je me suis contenté de les imaginer. Mais ce récit que je vais vous faire, là, par contre, est vrai. Dans mon enfance, mes promenades ne m'avaient pas conduit à plus d'1 lieue hors la ville. Mes courses
aux environs de Pont-le-Voix, ni celle que je fis dans Paris, ne m'avait point gâté sur les beautés de la nature champêtre. Mais voilà qu'à 5 ans, je fus envoyé comme externe dans une pension de la ville. Je partais en portant un panier peu fourni, tandis que mes camarades apportaient d'abondantes provisions. Ce contraste entre mon dénuement et leur richesse engendra 1000 souffrances. Les célèbres rillettes et rillons de Tours formaient l'élément principal du repas. Si j'en entendis parler avant d'être mis en pension, je n'avais jamais eu le bonheur de voir étendre pour moi cette brune confiture sur une tartine de pain. Les enfants devinent la convoitise dans les regards, aussi bien que vous y lisez l'amour. Je devins alors un excellent sujet de moquerie. Mes camarades, qui presque tous appartenaient à la petite bourgeoisie, venaient me présenter leurs excellentes rillettes en me demandant pourquoi je n'en avais pas. Ils se pourléchaient en vantant les rillons. Ils douanaient mon panier et n'y trouvaient que des fromages d'olivet. Permets-moi, Honoré, de préciser que l'olivet est un dérivé du camembert originaire de la région d'Orléans. Oui, c'est vrai. Ah, je veux du camembert. Quand j'étais enfant, je ne passais pas un an sans un accent de forte fièvre. Et chez nous, on nourrit la fièvre. Alors de temps en temps, s'approchait de moi le riz au lait sucré, le blanc de poule, le consommé, mais je repoussais le tout d'une main chaude et je soupirais « Je veux du camembert !» Et nous avons donc en commun un cousin fromage. Bon, j'avais, disais-je, mon panier, cet olivet ou des fruits secs, et mes camarades m'assassinaient alors d'un... Bah, t'as pas donc de quoi? Eh oui, ton petit panier, là, il est presque vide. Tu n'as que ce petit fromage d'olivet. Et les rillettes et les rillons, où sont-ils? Alors évidemment, ce contraste entre mon abandon et le bonheur des autres a souillé les roses de mon enfance, a flétri ma verdoyante jeunesse. La première fois que, dupe d'un sentiment généreux, j'avançai la main pour accepter la friandise tant souhaitée qui me fut offerte d'un air hypocrite, mon mystificateur retira sa tartine au rire des camarades prévenus de ce dénouement. Comment ne pas absoudre l'enfant qui pleure de se voir méprisé, goguenardé? Et pour éviter les persécutions, ma chère Georges, je n'hésitais pas à me battre. Le courage du désespoir me rendit redoutable, mais je fus un objet de haine et restais sans ressources contre les traîtrises. Ce jeu, combien d'enfants seraient devenus gourmands, quêteurs et lâches? J'espère ne pas offenser Madame Sand en lisant ce texte de Baudelaire, Le Gâteau, car je sais que le poète en question ne vous a guère épargné dans Mon cœur mis à nu. Je vous en prie, c'est du passé. Je découpais tranquillement mon pain quand un bruit très léger me fit lever les yeux. Devant moi se tenait un petit être déguenillé, noir, ébouriffé, dont les yeux creux, farouches et comme suppliants, dévoraient le morceau de pain. Et je l'entendis soupirer d'une voix basse et rauque le mot « gâteau ». Je ne pus m'empêcher de rire en entendant l'appellation dont il voulait bien honorer mon pain presque blanc. Et j'en coupai pour lui une belle tranche que je lui offris. Lentement, il se rapprocha, ne quittant pas des yeux l'objet de sa convoitise. Puis, happant le morceau avec sa main, se recula vivement, comme s'il eût craint que mon offre ne fût pas sincère ou que je m'en repentisse déjà. Mais au même instant, il fut culbuté par un autre petit sauvage, sorti je ne sais d'où et si parfaitement semblable au premier qu'on aurait pu le prendre pour son frère jumeau. Ensemble, ils roulèrent sur le sol, se disputant la précieuse proie, aucun n'en voulant sans doute sacrifier la moitié pour son frère. Le premier, exaspéré, empoigna le second par les cheveux. Celui-ci
lui saisit l'oreille avec les dents et en cracha un petit morceau sanglant avec un superbe juron patois. Le légitime propriétaire du gâteau essaya d'enfoncer ses petites griffes dans les yeux de l'usurpateur. À son tour, celui-ci appliqua toutes ses forces à étrangler son adversaire d'une main, pendant que de l'autre, il tâchait de glisser dans sa poche le prix du combat. Le gâteau voyageait de main en main et changeait de poche à chaque instant, mais hélas, il changeait aussi de volume. Et lorsqu'enfin, exténués, haletants, sanglants, ils s'arrêtèrent par impossibilité de continuer, il n'y avait plus, à vrai dire, aucun sujet de bataille. Le morceau de pain avait disparu et il était éparpillé en miettes, semblables aux grains de sable auxquels il était mêlé. Ce spectacle m'avait embrumé le paysage. J'en restais triste assez longtemps, me répétant sans cesse: il y a donc un pays superbe où le pain s'appelle du gâteau, friandise si rare qu'elle suffit pour engendrer une guerre parfaitement fratricide. Merci. Et vous savez, moi j'ai établi aussi depuis quelques temps dans ma maison à Guernesey une petite institution de fraternité pratique. C'est un repas hebdomadaire d'enfants indigents. Toutes les semaines, des mères pauvres me font l'honneur d'amener leur enfant dîner chez moi. J'en ai eu 8 d'abord, puis 15, puis 22, et plus tard, le nombre fut porté à 40. Ces enfants dînent ensemble, ils sont tous confondus, catholiques, protestants, anglais, français, irlandais, sans distinction de religion ni de nation. Je les invite à la joie et au rire, et je leur dis « soyez libres ». Ma femme, ma fille, ma belle-sœur, mes fils, mes domestiques et moi, nous les servons, ils mangent de la viande et boivent du vin, de grande nécessité pour l'enfance. Hein. J'ai reçu de la campagne, Oh par avion. J'en ai l'eau à la bouche. Oh, ce n'est sûrement pas ce que vous croyez. Ma gourmandise remonte à des origines rustiques. Pardon, excusez-moi, mais c'est quoi avion? Ah, avion, c'est un acronyme inventé par Adair qui signifie appareil volant imitant l'oiseau naturel. Donc, c'était une tourte de pain bis de 12 livres à grosse écorce. Alors là, non, le pain est une invention occidentale bête et dangereuse. Non. Les enfants sont dans le vrai quand ils lèchent les confitures et laissent la tartine. Oh. Ils sont dans la nature, voilà, c'est comme ça. Voyez-vous, Monsieur Gauthier, Oui. si je n'avais pas été écrivain, Oui. si le papier venait à faire défaut, je me ferais, je crois, boulanger. Ah oui, bravo Marcel. Il est honorable de donner aux hommes leur pain quotidien. En attendant, je confectionne de mon mieux ce pain des anges dont Racine disait: le pain que je vous propose sert aux anges d'aliment. Dieu lui-même le compose de la fleur de son froment. C'est ce pain si délectable que ne sert point à sa table le monde que vous suivez. Je l'offre à qui veut me suivre. Approchez. Voulez-vous vivre? Prenez, mangez et vivez. Vous avez mangé les fleurs? Ce sont des fleurs comestibles, monsieur. Ah, bah alors attendez. Oh, Théo. Voilà, merci. Bon, je vais quand même revenir à cette chose, donc, à cette tourte reçue par avion. Oui. Pour accompagner donc cette mie d'un gris de lin serré, égal, fleurant le seigle frais, et que vous détestez tant, Oui, je déteste ça. j'en suis navrée. Voilà. Eh bien, une motte de beurre battue de la veille au soir, qui pleurait encore son petit lait. Ah ben, le Sous beurre, le oui. couteau, oui, attendez, du beurre périssable. Point centrifugé, du beurre pressé à la main, rance 2 jours après, aussi parfumé, aussi éphémère qu'une fleur. Non mais, du beurre de luxe. Eh, quoi? Une tartine de beurre. Ben, vous l'avez dit, oui, mais parfaite.
C'est bon. Comment bien manger sans réellement se nourrir? Un morceau de pain bu et une cruche d'eau font raison de la faim de tous les hommes. Mais notre civilisation a créé la gastronomie. Ah, la gastronomie. Elle est la joie de toutes les situations et de tous les âges. Elle donne la beauté et l'esprit. Elle saupoudre d'étincelles d'or l'humide azur de nos prunelles. Elle imprime à nos lèvres le ton du corail ardent. Elle fait trembler d'intelligence nos narines. Elle donne la mansuétude et la galanterie. S'attaquant à tous les sens à la fois, elle résume toutes les poésies. Poésie du son, de la couleur, poésie du goût et de l'odorat. Poésie souveraine du toucher, c'est magnifique, c'est Charles Moncelet. Extraordinaire. Mon ami, j'ai faim. Moi. Oh, il n'est pas servi, pardon. Grumeau. Oui, mais Honoré, avoir faim n'est pas toujours un état favorable à l'appréciation des mets, Juste. parce que presque tous paraissent alors délicieux. Oui. Vous savez, vrai. Honoré, autour de cette table, vous n'avez pas été le seul à manquer dans votre enfance de nourriture. Ah, jamais Victor Hugo n'a eu une parole de reproche pour cette rigueur paternelle qui supprima pendant quelques années la pension dont il vivait avec son frère Abel. Ben ouais. Ouais. Les deux jeunes gens trouvèrent le moyen de vivre 18 mois avec 800 francs. Eh oui, en effet, une côtelette nous faisait 3 jours. Le premier jour, nous mangions le maigre de la côtelette. Le deuxième, nous mangions le gras. Et le troisième, nous nous contentions de l'os. Dans Consuelo, je faisais dire à mon personnage féminin « Je connais la faim et je sais y résister, malgré les éternels festins auxquels on voulait m'habituer à Risenbourg. » Une journée est bientôt passée. Quand la chaleur venue et mes jambes épuisées, je me rappellerai l'axiome philosophique que j'ai souvent entendu dans mon enfance. Qui dort, dîne. Qui dort, dîne. Souvent, pauvre, amoureux, n'ayant rien sous la dent, j'avise une cuisine au soupirail ardent d'où la vapeur des mets aux narines me monte. Je m'assieds là, je lis les billets doux du conte. Et trompant l'estomac et le cœur tour à tour, J'ai l'odeur du festin et l'ombre de l'amour. La faim est une porte basse, et par nécessité, lorsqu'il faut qu'il y passe, le plus grand est celui qui se courbe le plus. comme les Français face aux Prussiens en 1870. Paris est assiégé, une famine sans précédent frappe la ville. Je ne me souviens pas de cela. Ben, c'est normal, Alexandre, vous veniez de mourir. Eh oui. Mais Victor doit s'en souvenir. Ah oui, oui, oui. Les Parisiens mangèrent 70 000 chevaux et dévorèrent les chiens, les chats et même les rats de la ville, devenus malgré eux l'une des uniques sources de protéines servies au menu des bistrots. Ah, c'est exact. Et à l'approche de Noël, les employés de la ménagerie du Jardin des Plantes de Paris ont annoncé qu'ils n'étaient plus en mesure de nourrir les animaux tenus en captivité. Et que ces derniers allaient être tous abattus et jetés en pâture aux habitants affamés. Et alors, le chef Choron, inventeur de la sauce Choron. Choron. Pardon, mais c'est quoi la sauce choron? Alors, la sauce Choron. La sauce Choron, alors, c'est une béarnaise qui est agrémentée de concentré de tomate et que vous faites réduire et puis que vous chinoisez. Alors, où j'en étais où? Ah oui, le professeur Choron, chef Choron, donc, s'est occupé de prendre les choses en main. Et alors, grâce à ses relations, il a réussi à acquérir la grande majorité des bêtes qui étaient considérées comestibles du parc zoologique, y compris les 2 éléphants. Oui, Castor et Paulu. Oui. Le voyant dit que c'est un mets exquis. C'est quoi donc? Les pieds d'éléphant grillé. Je le cite dans mon grand dictionnaire de cuisine.
Les pieds grillés sont un manger de roi. Je ne concevais pas qu'un animal aussi lourd, aussi matériel, pût offrir un mets aussi délicat. Je dévorais sans pain le pied de mon éléphant. Oh mon Dieu. Et alors, le menu du réveillon de Noël, 1870, reste un des plus avant-gardistes jamais proposés. On y trouvait des côtelettes de tigre, ou alors des filets de lama, une entrecôte de chameau, ou alors des rables de kangourou, du civet de singe, ou alors un serpent blanc en tartare, des foies d'autruche truffés, ou un chaud-froid de toucan, et autres cuisines zoologiques. Arrêtez ça. Quelque part que l'homme soit né, il faut qu'il mange. C'est à la fois la grande préoccupation de l'homme sauvage et de l'homme civilisé. Seulement, sauvage, il mange par besoin. Civilisé, il mange par gourmandise. Mais quand même, je dois reconnaître, pardon, non, que ma hantise est aussi importante que la mort, c'est en effet la faim. La faim aime à table l'indicatif présent. Moins du passé, c'est le désespoir et le jeûne. Le futur, au moins, permet à l'estomac des rêveries agréables. C'est vrai, tout à fait vrai. Je ne décris pas la nourriture, mais la privation de la nourriture. Je fais jouer à la fin le rôle de révélateur à la fois des mécanismes humains et de ceux du pouvoir. Je veux décrire à travers la faim la corrosion du grotesque et la préoccupation gastronomique et ici avant tout sociale. Je ne supporte pas du tout qu'il n'y ait rien à manger dans la maison. C'est un petit peu étrange chez moi, ça. Il manque, par exemple, des œufs, il manque du beurre, il manque des fruits. Ça me torture. Il me semble que toute la maison toute la maison qui est atteinte, qui penche vers les fleuves de mon enfance jusqu'à l'océan. S'il n'y a pas de citron, par exemple, il n'y a rien. S'il n'y a pas de thé, il n'y a rien. Alors, on pourrait pas y avoir de pain. Mais s'il n'y a pas de pommes de terre, alors là, il n'y a rien. S'il n'y a pas de sauce indo-chinoise, alors je m'en vais, je quitte la demeure. S'il n'y a que du sel dans la boîte à sel et 1 kilo de sel dans le placard, il n'y a pas de sel. Ça me rend la vie infernale. Je suis toujours obligée de vérifier 2 fois. C'est vrai, c'est vrai. Je suis comme ça. C'est malheureux, comme dirait ma mère. C'est un caractère malheureux, comme dirait ma mère. Non, mais c'est une question d'arithmétique. De l'arithmétique, c'est ça l'équation. L'homme reçut de son estomac en naissant l'ordre de manger au moins 3 fois par jour pour réparer les forces que lui enlève le travail et, plus souvent encore, la paresse. 2 femmes nous ont donné les premiers exemples de la gourmandise. Les connaissez-vous? Ève. Oui. Oui, en mangeant une pomme dans le paradis. Et l'autre? Marguerite Duras. Non, Je ne suis pas. Proserpine. Proserpine ne fit tort qu'à elle, enlevée par Pluton, pendant qu'elle cueillait des fleurs sur les bords de la Cyanée et transportée en enfer. À ses réclamations pour remonter sur la terre, le destin répondit: oui, si tu n'as rien mangé depuis que tu es en enfer. La gourmande avait mangé 7 grains de grenade. Gourmande. Alexandre, il n'y a que les imbéciles qui ne soient pas gourmands. On est gourmand comme on est artiste, comme on est instruit, comme on est poète. Ouais, vous avez raison, mon cher. Le goût est un organe délicat, perfectible et respectable comme l'œil et l'oreille. Manquer de goût, c'est être privé d'une faculté exquise.
de la faculté de discerner la qualité des aliments, comme on peut être privé de celle de discerner les qualités d'un livre ou d'une œuvre d'art. C'est avoir la bouche bête, en un mot comme on a l'esprit bête. Un homme Oui. qui ne distingue pas une langouste d'un homard, un hareng, cet admirable poisson qui porte en lui toutes les saveurs, tous les arômes de la mer, d'un maquereau ou d'un merlan, et une poire crassane d'une duchesse est comparable à celui qui me confondrait avec Eugène Sue. Ou encore une symphonie de Beethoven avec une marche militaire d'un chef de musique régional. Oui. Bon. Pour les religieux, la gourmandise était la première tentation, s'opposant à l'abstinence. Ah, la tentation existe pour qu'on y cède. Ça, c'est Maupassant qui l'a dit. Ah, Maupassant, sans oublier que la gourmandise est un des 7 péchés capitaux. Oui, enfin. Je pense que on peut tout à fait. Pardon. Bon, quoi? Moi, en tout cas, je pense que l'on est gourmet. Né du verbe naître ou du verbe être? Bah oui, du verbe naître. On est gourmet. Le vrai gourmet, eh bien, c'est celui qui se délecte d'une tartine de beurre comme d'un homard grillé. Si le beurre est fin et le pain bien pétri, eh bien voilà. Oui, ben oui. L'heure des repas est une petite fête des papilles et de l'esprit. Tous les hommes mangent, mais très peu savent manger. J'en suis la preuve vivante. Dès que je me mets à un roman, je ferme la porte. Travaille 18 heures par jour. Je ne bois alors que de l'eau. Me nourris de fruits, parfois d'un œuf à la coque, vers 9 heures du matin, ou de sardines pilées avec du beurre si j'ai faim, d'une aile de volaille ou d'une tranche de gigot le soir, et je termine mon repas par 1 ou 2 tasses d'excellent café noir sans sucre. Et après que j'ai donné à l'imprimeur le manuscrit, je file au restaurant. Mon ami Moncelet disait la chose suivante. Mon renom de gourmet me vient uniquement de ce que je suis grassouillet et que j'ai la lèvre sensuelle. J'ai une figure qui donne faim. Oh, ouais. J'ai rencontré un jour une jeune femme qui, après avoir mangé, je ne sais plus, quelque chose une chose parfaite, a eu cette réflexion sublime. Quel dommage de ne pas avoir de papilles jusqu'au fond de l'estomac. Dans une de mes nombreuses correspondances avec mon fils Maurice, je lui ai écrit cette chose. Avoir le défaut d'être un peu gourmand dans un enfant, ce n'est rien. On en rit. Mais chez un jeune homme, cela devient ridicule. Dans un homme, cela devient dégoûtant. Ben, merci, Georges. Nous sommes- Pour être plus précise, je pense que la gourmandise exige un certain discernement. Elle est admissible, voire souhaitable, pourvu que l'on en trace les contours éthiques. C'est ainsi moins la gourmandise que je condamne, puisqu'il s'agit d'un domaine où le bon goût peut s'inculquer, que la gloutonnerie, l'excès. Ah oui, non, bon, je comprends, oui, bien sûr. Bon, mais d'ailleurs, C'est pour qui? vous connaissez Non. la fable de La Fontaine qui s'appelle Le Glouton? Oui, Alors, attendez, je vais vous la dire. d'accord. Aïe, Bah oui. Yop là. Alors, à son souper, un glouton commande que l'on apprête pour lui seul un esturgeon, sans en laisser que la tête. Il y soupe, il crève. On y court, on lui donne main clistère, on lui dit pour faire court qu'il faut mettre ordre à ses affaires. Mes amis, dit le goulu, m'y voilà tout résolu. Et puisqu'il faut que je meure, sans faire tant de façons qu'on m'apporte tout à l'heure.
le reste de mon poisson. Très joli. Vous savez, depuis mon enfance, j'ai une santé fragile, je mange peu. Mais pour la cuisine, je n'ai jamais si bien déjeuné depuis que Marie et Arthur s'en occupent. J'ai tous les jours un beefsteak où tout est à manger et qui est immense. Des plats de pommes de terre frites, du fromage à la crème, des pêches, de la bière. Alors, pendant l'intervalle des 24 heures, la seule chose que je prends en me couchant, un quart de verre d'eau de Vichy. Eh bien, moi, je dois reconnaître que j'ai toujours mangé vite et en pensant à autre chose. Et mon suprême bonheur est de manger beaucoup. Mais plus que l'art d'être gourmand, c'est l'art de manger ensemble. Parce qu'il participe de l'utopie républicaine et sociale. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Mais jamais, dans aucun cas, on doit faire la cuisine pour soi seul, parce que je pense que c'est le chemin qui mène à l'installation définitive du désespoir. La table est le seul endroit où l'on ne s'ennuie jamais pendant la première heure. Brillat Savarin. La découverte d'un mets nouveau fait plus pour le bonheur du genre humain que la découverte d'une étoile. Déjà le dessert. Ben, mon cher, apprenez qu'un dessert sans fromage est une belle à qui il manque un œil. Oui, Brillat Savarin. Alors apportez-moi le fromage. Brumeau, Du camembert. Brumeau, oui. Ah là, ce quartier, regardez-moi ça. Wow. Mon cher premier arrondissement. Eh bien, voyez-vous, cet arrondissement est truffé de trésors gastronomiques sans prétention. Le ragoût de mouton y est immuable, égal à lui-même, nappé d'une sauce ni trop courte ni trop longue. Le cassoulet, le pied de cochon, le pied de mouton rivalisent de succulence. Moi, j'aime dîner aussi dans mon quartier d'adoption, Saint-Germain-des-Prés, que ce soit au Pré-aux-Clercs ou à la terrasse du Petit Saint-Benoît, une table rustique alors, en bas de chez moi, mais une fois chez moi. J'aime la vie, le vin, l'amour, la nourriture, cuisiner et recevoir. Mes nombreux dîners en restaurant ont remis mon estomac à 9. Ouais, j'y mange pourtant beaucoup plus, mais beaucoup plus lentement. Eh bien, Honoré, Le camembert. permettez-moi, Mais bien sûr, le camembert. servez-vous, ma chère Colombe. Voyez-vous, ma mère craignait qu'en grandissant, je ne prisse les pâles couleurs. Alors, une à une, elle déterra de leur sable sec des bouteilles qui vieillissaient sous notre maison, dans une cave. Et pour accompagner mes petits encas modestes quand je revenais de l'école, côtelettes, cuisses de poulet froid, j'eus des Château Larose, des Château Lafite, des Chambertin, Eh des bien, Cortons. Non, mais qui avaient échappé en 70 aux Prussiens. superbe éducation. Moi, souvent, je faisais de la cuisine au début de l'après-midi. Ça se produisait quand les gens n'étaient pas là, qu'ils étaient au travail, ou en promenade dans les étangs de Hollande, ou bien qu'ils dormaient dans les chambres. Et alors, j'avais à moi, là, tout le rez-de-chaussée pour moi et le parc. Et bien, c'est à ces moments-là de ma vie que je voyais que je les aimais et que je voulais leur bien. Et c'était la sorte de silence
qui suivaient leur départ, je l'ai encore en mémoire. Rentrer dans ce silence, c'était comme entrer dans la mer. C'était à la fois un bonheur et un état très précis d'abandon à une pensée en devenir. C'était une façon de penser ou de non-penser, ce qui n'est pas loin. Et déjà d'écrire. J'avais une amie de couvent qui nous préparait sans cesse des surprises de gourmandise. C'était un melon magnifique, des gâteaux, des paniers de cerises ou de raisins, des beignets, des pâtés, que sais-je. Pendant tout un été, nous ne fûmes nourris que par contrebande. Et quelle folle nourriture! Mettre en commun nos friandises et les manger en cachette, c'était une fête, une partie fine, des rires inextinguibles. La gourmandise est une affaire de modération et de juste mesure. Elle doit être rationalisée. Ah oui. Eh bien, Bria Savarin, il vous rejoint sur ce point en disant que la gourmandise est ennemie des excès. Tout homme qui s'indigère ou s'enivre court risque d'être rayé des contrôles. Mon grand-oncle était gourmand, quoiqu'il mangeât fort peu. Mais il avait une gourmandise sobre et de bon goût comme le reste. Point fastueuse, sans ostentation et qui se piquait même d'être positive. Dès lors, est-ce encore de la gourmandise? Oui, oui, oui. La gourmandise est, dit-on, une grâce chez les femmes. Je n'ai l'âme pleine que de haricots rouges et de petits lardons fumés. Les passions vraies ont leur instinct. Mettez un gourmand à même de prendre un fruit dans un plat, il ne se trompera pas et saisira, même sans voir, le meilleur. Merci. La poire. Eh oui. Mesdames, je bois à votre santé ce pur vin de Médoc. Il est où? Maître, je vous remercie au nom des dames. Ah. Moi, je ne bois que du vin de Bordeaux qui doit me faire vivre 100 ans et qui, je l'espère, tiendra parole. Et moi, je n'ai jamais abusé de l'alcool. Ah, il a toujours été consentant. C'est pas de moi. Hein. Et à l'âge où l'on lit à peine, j'épelais goutte à goutte des Bordeaux rouges anciens et légers et d'éblouissants Yquem. Victor! Mais enfin, mais que faites-vous là? Quelle angoisse, Prends de quelle l'eau. Ce n'est que depuis 2 ans que je mouille mon vin de quelque eau minérale. Bon, alors, monsieur Hugo, posez-moi ça tout de suite. Ouais. Ma mère disait, en dehors des repas, vous avez la pompe, le robinet, la source, le filtre. L'eau, c'est pour la soif. Bien sûr. Oui, mais Le vin, c'est, selon sa qualité et son terroir, un tonique nécessaire, un luxe, l'honneur des mets. vous avez raison. Ouais, elle a raison, votre maman. Dieu est un très bon enfant d'avoir donné le vin à l'homme. Mais si j'avais été Dieu, j'en aurais gardé la recette pour moi tout seul. Mais voyons Théo, nous savons tous ici que Dieu a fait l'eau, mais que l'homme a fait le vin. Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Savez-vous que Sancerre occupe le point culminant d'une chaîne de petites montagnes? Oui, oui, oui. Le vin forme la principale industrie et le plus considérable commerce du pays, qui possède plusieurs crus de vins généreux, pleins de bouquets, et assez semblables aux produits de la Bourgogne, pour qu'à Paris, les palais vulgaires s'y trompent. Marcel, accepteriez-vous un verre de vin de Vouvray? Vouvray! Grumeau! Grimaud. Oui. Non, mais
Merci, non, je bois, Allez, je bois peu de vin. goûtez. Non, mais je bois peu de vin, mais, Mais c'est goûtez. des vins gazeuses Allez. de teinte ambrée ou rousse, comme la bière, le champagne et le cidre. Goûtez tout de même. Ah, vous êtes ici dans la tête de Vouvray, sur les terres de Monsieur de Balzac. Eh oui. Je vais le goûter d'ailleurs, moi aussi. Tiens. Je vais rincer un peu. Non, là, vous m'attrapez là, monsieur. Merci. Ça, c'est du vin de Madère. Alors, c'est un vrai vin de Madère, ça. L'inconvénient du vin de Vouvray, monsieur, est de ne pouvoir se servir ni comme vin ordinaire, ni comme vin d'entremain. Il est trop généreux, trop fort. Aussi, vous le vantons à Paris pour du vin de Madère en le teignant d'eau de vie. Bon, bah, L'eau de vie ou l'alcool, le sucre, le café, le thé, le tabac, ce sont 5 substances qui, découvertes depuis environ 2 siècles et introduites dans l'économie humaine, ont pris depuis quelques années des développements si excessifs que les sociétés modernes peuvent se trouver modifiées d'une manière inappréciable. Notre vin est si liquoreux que beaucoup de marchands de Paris les coupent avec les vins des environs de Paris et en font alors des vins de Bordeaux. Ce que vous buvez en ce moment, mon cher, très aimable Marcel, est un vin de roi, la tête de vous. Hein? Alors, non, alors, quand même. Allez. Non, c'est bon, mais sincèrement, je préfère le champagne. Les vignobles d'Issoudun produisent un vin qui se boit dans 2 départements et qui, s'il se fabriquait comme la Bourgogne et la Gascogne fabriquent le leur, deviendrait un des meilleurs vins de France. Je suis d'accord. Moi, je suis entrée dans le monde du vin sans autre formation professionnelle qu'une gourmandise certaine des bonnes bouteilles. Et le vin est ce qu'il y a de plus civilisé au monde, disait Rabelais. Non, boire du vin, c'est boire du génie. Ah, Ça, c'est Baudelaire. Baudelaire, je crois. Baudelaire. Oui, Ni le vin, ni le tabac nous donne du génie, un grand homme. Ivre, il va de travers comme un autre. Pardon, je ne crois pas qu'on ait jamais bien écrit quand on a perdu le sens de la raison. Non, Honoré? Il faut se méfier de l'homme à qui le vin ne dessert jamais les dents. Oui, Aussi. La sollicitude humaine n'y peut presque rien. Non mais là, tout est sorcellerie. Sorcellerie céleste. Passage de planètes. Tâches solaires. Pourquoi se perdre dans les rues pour mesurer le firmament? Moi, j'aime les choses connues et ne suis pas si savant. Croyez-moi, laissez cette sphère, prenez, videz ce grand flacon et vous verrez tourner la terre et Galilée aura raison. 4 bouteilles de vin blanc de Vouvray n'altère en rien ma forte cervelle et ne fait que donner un pétillement plus vif à ma gaieté. Le vin des forts est le poison des faibles, Honoré. Que veux-tu, Victor? Quand l'âme a soif, il faut qu'elle se désaltère. Fût-ce dans du poison. Oh, Mais je reconnais que les excès d'alcool produisent des désordres graves et conduisent à une mort précoce. Oui, c'est vrai. Oui, monsieur Proust. Ouais, oui. Depuis longtemps déjà, j'ai été sujet à des étouffements et notre médecin, malgré la désapprobation de ma grand-mère, qui me voyait déjà alcoolique, m'avait conseillé de prendre de la bière, du champagne ou du cognac quand je sentais venir une crise. Celle-ci avorterait, disait-il, dans l'euphorie causée par l'alcool. Ah oui, ben oui. Moi, je me suis souvent rêvé vigneron. ah oui, pas mal. J'ai le projet, d'ailleurs, chère Madame Colette,
Monsieur Balzac. Je vous parle franchement. Je vais sans doute bientôt acheter le château de Montcontour et vivre des produits de la terre. Lors de mes multiples déménagements, j'ai toujours été particulièrement attentif à la constitution de la cave. Veuillez m'excuser un instant. Outre les vins de la Loire, j'apprécie les vins de Bordeaux et de la vallée du Rhône, le Madère, mais aussi comme vous, mon cher Marcel, le champagne. Dans les premiers temps de la République romaine, l'usage du vin était sévèrement défendu aux femmes et Romulus avait permis aux maris de répudier et même de tuer les épouses. Tuer. Oui, qu'ils auraient surprises buvant du vin. Ah ben alors moi, je serais morte bien jeune au temps des Romains. El que bebe se emborracha. Oh. El que se emborracha peca. El que peca va all'inferno. Puesto que al infierno vamos, bebamos. Et vamos. Emplis donc, vin, ce verre que je tends. Il faut finir. Voilà. Vous allez me goûter ce petit Sancerre qui se trouve dans les cabarets parisiens. Il faut quand même que je finisse mon Vouvray. Finis ton Vouvray, Théo. Et Fait un mélange. c'est un Sancerre qui est d'une rapide consommation. Assez nécessaire d'ailleurs à des vins qui ne peuvent pas se garder plus de 7 à 8 ans. Non, mais C'est pas un vin de garde, je veux vous dire. Honoré, Sancerre. ne dédaignez pas ces vins à courtes les vins. échéances. C'est clair, sec, varié, cela coule aisé du gosier jusqu'au Rhin ça va et tout ne droit. s'y arrête guère. Je suis bien d'accord, ça va tout droit. Et alors Ça va tout seul. Hop, hop, hop. Oh, bah, c'est du rosé. Ta première ivresse, toi. Alors ça, ma première ivresse, elle remonte à l'enfance. Vous allez m'en dire. Sans Ouais, faire- bah oui. Vers 9 ou 10 ans, je crois. Ah oui. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Oui. Mon père, dans ses soirées de propagande électorale, suivi par l'absorption d'un vin chaud, eh bien donc, dédoublé, je me mirais dans mon ivresse. J'y voyais mes joues chaudes, ma bouche rouge, et je sentais mes prunelles si larges et si jaunes que leur lumière me chauffait les paupières. Et puis, Joli. je m'endormais, parfaitement ivre, la tête sur la table, bercée par un tumulte bienveillant. Le vin n'a pas la moindre prise sur moi. Quelque quantité que ma capacité gastrique me permette d'absorber. Chère Colette, je vous l'avoue, ma chère Colette, je suis un coûteux convive. Le vin est professeur de goût, il est libérateur de l'esprit et l'illuminateur de l'intelligence, paraît-il. Il est semblable à l'homme. On ne saura jamais jusqu'à quel point on peut l'estimer ou le mépriser, l'aimer et le haïr. Ni de combien d'actions sublimes ou de forfaits monstrueux il est capable. Les deux. C'est très juste. L'ivresse qui finit ressemble à un rideau qui se déchire. On voit en bloc et d'un seul coup d'œil tout ce qu'elle cachait. L'effacement de l'ivresse, sorte de buée qui aveuglait le cerveau, se dissipe et fait place à la claire et nette obsession des réalités. Oh, mais c'est de vous, ça? Oui. Oh, Victor, à la vôtre. Ah, ça me plaît. L'ivresse jette un voile sur la vie réelle. Eh oui, elle éteint la connaissance des peines et des chagrins. Elle permet de déposer le fardeau de la pensée. On comprend alors comment de grands génies ont pu s'en servir et pourquoi le peuple s'y adonne. Saviez-vous qu'il existe une ménagerie de l'ivresse? Ah oui? Je vous l'ai dit.
Vin d'âne qui rend la personne assoupie après avoir trop bu. Vin de cerf qui fait pleurer. Vin de lion qui rend furieux et querelleur. Vin de renard qui rend subtil et malicieux. Vin de singe qui fait sauter et rire. Vin de porc qui fait rendre gorge, de porc évidemment. Vin de pie qui fait cajoler. Il y a le vin nuptial aussi qui entretient la paix dans les ménages. Grâce à lui, les maris sont plus empressés, plus aimables, plus tendres et les femmes plus complaisantes, plus fidèles. Pour ceux que cela intéresse, j'en ai la recette. Eh bien, je viens, moi. Et voilà pourquoi le vin est la partie intellectuelle d'un repas. Les viandes et les légumes n'en sont que la partie matérielle. Au fur et à mesure que je m'enfonce dans mon œuvre, je me nourris de moins en moins. Mais les plats que je préfère, sont ceux qui font revivre le passé, comme le goût du café au lait ou bien le bœuf à la mode de Félicie. C'est froid que je le préfère. Avec les gelées et les petites carottes. Ou bien encore la petite marmite. La petite marmite. Oui, alors je ne pourrais pas trop bien vous expliquer ce que c'est, mais je crois qu'on met certains morceaux de bœuf choisis, tout exprès, avec des gésiers de poulet et une quantité d'autres petites choses. Alors, il faut que cela mijote longtemps, à feu doux. Et c'est délicieux. Vous voulez savoir pourquoi je fais la cuisine? Ah non. Non. Merde, je vais vous le dire quand même. Que j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Pourtant, c'est l'endroit le plus antinomique de celui de l'écrit. Pourtant, on est dans la même solitude quand on fait la cuisine. Et on a aussi la même inventivité. On est un auteur aussi. Je n'ai pas du tout la prétention de faire une cuisine raffinée. Non. Je fais une très bonne cuisine, oui, mais c'est tout, mais ça s'arrête là. Et c'est une cuisine que je rédige aussi. Je donne des titres suivant l'origine des plats. Et en général, je les appelle du nom de la personne qui m'a donné la recette. Par exemple, les boulettes à la grecque de Mélina, c'est Mélina Mercouri. Et puis, les boulettes sans nom. Et aussi les boulettes soi-disant. C'est ça, les boulettes soi-disant. Ce sont les plus mystérieuses. Le plaisir de la table est de tous les âges, de toutes les conditions, de tous les pays et de tous les jours. Les animaux se repaissent, l'homme mange, l'homme d'esprit seul sait manger. Alexandre, dis-nous ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Regarde, ça va. Mais je le sais déjà, moi. Je suis, comme chacun le sait, autour de cette table, un véritable gastronome, partageant avec mes amis des repas pantagruéliques et gastronomiques. Je suis également et modestement l'inventeur de plusieurs recettes comme le poulet à la ficelle ou le potage aux queues de crevettes, mais mon plat préféré reste sans doute celui de Porthos dans les Trois Mousquetaires. C'est-à-dire L'agneau entier. rôti à l'impératrice. Je désosse l'agneau comme une volaille, tout en lui laissant la peau qui fait autour de l'animal comme une croûte réchaudée. Ah, délicieux. On le bourre de petites saucisses de Strasbourg, d'andouillettes de Troyes et de mauviettes de Pithiviers. Oh, la mauviette. Qu'est-ce que c'est que la mauviette? Broché, et tourné, et cuisé. Lorsqu'on le coupe par belles tranches, comme on ferait d'un énorme saucisson, il en sort un jus tout rosé, qui est à la fois agréable à l'œil et exquis au palais. Moi, en ce qui me concerne,
J'hésite entre la soupe aux poireaux et la potée. La soupe. La soupe, la soupe, la soupe, la soupe. Eh bien, je trouve qu'elle a dû être inventée dans une contrée occidentale, un soir d'hiver, Par une femme encore jeune, de la bourgeoisie locale, qui ce soir-là tenait les sauces grasses en horreur, ou plus encore, peut-être. Mais le savait-elle? Merci. Le corps avale cette soupe avec bonheur. Elle paraît simple et trop souvent on la néglige. Alors voilà, à vos crayons. Dans une cocotte, vous versez 1,5 litre d'eau salée, mettez les pommes de terre. Combien d'eau? C'est 1,5 litre. 1,5 litre. Lorsque l'eau, pour 6, hein, Oui. lorsque l'eau arrive à ébullition, vous ajoutez les poireaux coupés en tout petits morceaux. Oui. Hein. Couvrez, Oui. laissez cuire 20 minutes. C'est tout? Toutes les femmes françaises font trop cuire les légumes et les soupes. Voilà, vous rectifiez l'assaisonnement, vous ajoutez du beurre, de la crème, du poivre, selon votre goût, quelques tours de moulin, poivre, et vous servez accompagné de petits croûtons grillés. Voilà. Ça, c'est pour l'hiver, et pour l'été, eh bien, ma foi, le gazpacho. Oh non, le gazpacho, c'est peut-être le mets favori des Andalous, mais alors chez nous, des chiens un peu bien élevés refuseraient de compromettre leur museau dans une pareille mixture. Mais c'est parce que les Espagnols mettent du bouillon à la place de l'eau. Non, à mon avis, il faut que ce soit cru. Cru? Bien meilleur chez soi qu'en Espagne. Ça, c'est vrai. Et moi, c'est le poulet à la crapaudine. Ouais, c'est une recette toute simple aussi, hein, que Alors, j'aime comment on fait particulièrement et que j'accompagne d'une sauce à la diable. C'est quoi la sauce à la Non, je vais faire l'impasse sur la recette de la sauce. Hein. Mais pour le poulet, voici comment il faut s'y prendre. Écoutez-moi. Madeleine. À l'air du... À l'air. Ah oui. À l'aide d'une... allez. J'ai trop bu. À l'aide d'une paire de ciseaux, couper le dos de la volaille en deux et ouvrir celle-ci comme un portefeuille. D'accord. Aplatir le tout sans trop presser et abîmer les chairs. Comme ça? Oui. Badigeonner. Fais bien le poulet en crème. Et tu le badigeonnes le poulet de tous côtés avec de l'huile infusée et vous laissez mariner pendant 15 minutes minimum. D'accord. Vous les insérez de manière transversale de longs bâtonnets aux brochettes en métal à travers chaque aile, en passant par le cou ou bréché pour bien la maintenir à plat durant la cuisson. Et dans un grille, vous la marquez 6 à 8 minutes. Oui. Et ensuite, vous la tournez à 90 degrés. C'est 45. C'est 45. Il faudrait que je me retourne complètement. Deux fois ça. Oui, non, mais c'est bon. Allez. Après, vous la marquez 7 à 8 minutes encore. Et ensuite, vous retournez le poulet et vous l'enfournez à 180 degrés. Ah, pas plus, oui. Non. 180. 8 minutes. Et vous badigeonnez à chaque étape d'huile parfumée. Voilà, et vous servez avec la sauce. Voilà, donc en tout, ça veut dire que mon poulet va cuire 20 minutes, quoi. Au bas mot. Ah oui, d'accord. Ok, très bien. C'est noté. Vous voyez, moi je trouve qu'en province, le défaut d'occupation et la monotonie de la vie attirent l'activité de l'esprit sur la cuisine. On ne dîne pas aussi luxueusement en province qu'à Paris, mais on y dîne mieux. Les plats y sont médités, étudiés. Notre célèbre docteur d'Issoudun, et chimiste à ses heures, a découvert que l'omelette était beaucoup plus délicate quand on ne battait pas le blanc et le jaune des œufs ensemble, avec la brutalité que les cuisinières mettent à cette opération. Tout à fait d'accord. On devait, selon lui, faire arriver le blanc à l'état de mousse y introduire par degrés le jaune et ne pas se servir d'une poêle, mais d'un cagnard en porcelaine ou de faïence. Il est bon, Honoré, de préciser que le cagnard est une espèce de plat épais qui a 4 pieds afin que, mis sur le fourneau, l'air en circulant empêche le feu de le faire éclater. Exactement. Et en Touraine, le cagnard s'appelle coquemard. Oui, et Rabelais, dans Gargantua, il évoque ce coquemard à cuire les coques cigrues. Picrocole fut avisé par une vieille lourpidon que son royaume lui serait rendu à la venue des coques cigrues.
voyez, ce qui démontre la haute antiquité de cet ustensile. Alors donc nous avons l'omelette pour l'entrée légère, à souhait, et pour vous, Georges, je suis sûre que nous avons l'embarras du choix. Là. Alors, sucré ou salé? Ce sera sucré. Voilà. Le poiras. Le poiras. Vous connaissez? Alors, Non. Alors, un dessert qui fait partie du patrimoine culinaire du Berry, Jean Raffol. Alors, dites-nous voir. C'est mon régal des dimanches soirs d'hiver à Nohant. C'est tout simplement une tourte aux poires à base de pâte brisée, joliment dorée sur le dessus et légèrement parfumée de poire. Et Ah, la bonne idée. réalisez une pâte brisée, réservez 30 minutes au frais. Coupez les poires en dés. Mettez-les dans un bol avec le sucre, le rhum et un tour de moulin à poivre. Poivre, Partagez la pâte en deux. Étalez la première moitié, répartissez les poires dessus. Déposez la deuxième pâte sur les poires. Ouais. Soudez les bords avec un peu d'eau. Faire un trou au centre. Dorez la tarte au jaune d'œuf avec un pinceau et faire cuire 40 minutes. 40 Dans un minutes. four préchauffé 180. 200 degrés. Le poivre, c'est C'est ça. les 200. Oui. Ah bon? Et toi, Théo, Quoi? ton fameux risotto milanais? Non. Ou mon garbure au haricot tarbet? Non, non, non. Non, 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 non. Non, les tartelettes amandines. Oui. oui. Ah ben oui, parce que Rostand s'est sans doute inspiré de mon portrait de Bergerac dans Les Grotesques pour écrire son Cyrano. Alors, comment on fait les tartelettes amandines? Nous sommes toutes oui. Battez, pour qu'ils soient mousseux, quelques œufs. Incorporez à leur mousse un jus de cédra choisi. Versez-y un bon lait d'amande douce. Mettez de la pâte à flan dans le flanc de moules à tartelettes. D'un doigt preste, abricotez les côtés. Versez goutte à gouttelette votre mousse en ces puits, puis que ces puits passent au four et blondine, sortant en gai troupelet, ce sont les tartelettes amandines. Bravo! Bercé par ta voix, ne vois-tu pas comme il s'empiffre? Je vois sans regarder, de peur que cela ne les trouble. Et dire ainsi mes vers me donne un plaisir double, puisque je satisfais un doux faible que j'ai, tout en laissant manger ceux qui n'ont pas mangé. Toi, tu me plais. Au fait, Marcel. Marcel, ta fameuse Madeleine, elle n'a pas été toujours une Madeleine, n'est-ce pas? Dans Des ébauches à la recherche du temps perdu, les éditions des Saints-Pères retracent différentes étapes de l'écriture de cette scène, où apparaît dans un premier temps le goût du pain grillé. Et dans un autre manuscrit, le pain grillé est remplacé par une biscotte. Oui, et Oh, dans la version finale, par des petites madeleines. Oui. la recette. Bien, voilà, un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusais d'abord, et je ne sais pourquoi, me ravisait. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus, appelés Petite Madeleine, qui semble avoir été moulé dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi.
un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût-là, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray, parce que ce jour-là, je ne sortais pas avant l'heure de la messe. Quand j'allais lui dire bonjour, dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait, après l'avoir fait tremper dans son infusion de thé ou de tilleul. Eh bien, pour ma part, je l'aurais trempé dans le café. Et alors, tout s'agite. Les idées s'ébranlent comme les bataillons de la grande armée sur le terrain d'une bataille, et la bataille a lieu. Les souvenirs arrivent. Au pas de charge, enseignes déployées, la cavalerie légère des comparaisons se développe par un magnifique galop. L'artillerie de la logique accourt avec son train et ses gargousses. Les traits d'esprit arrivent en railleurs, les figures se dressent, le papier se couvre d'encre, car la veille commence et finit par les torrents d'eau noire, comme la bataille par sa poudre noire. Tout ça. Et dès que j'ai reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante, aussitôt, la vieille maison grise sur la rue, où était sa chambre, vint comme un décor de théâtre s'appliquer au petit pavillon donnant sur le jardin. Le théâtre est une nourriture aussi indispensable à la vie que le pain et le vin. Le théâtre est donc, au premier chef, un service public. Tout comme le gaz, l'eau, l'électricité. Jean Villard. Ah bah qu'est-ce que Eh ben alors, C'est parti. Qu'est-ce qui se passe? ah, C'est Villard. on supprime même l'électricité, alors là, Lumière, lumière. qu'est-ce qui se passe? Grimaud. Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin? De poésie ou de vertu? À votre guise. Mais enivrez-vous. Et si quelquefois sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge, vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour ne pas être les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Allez, encore un peu de pain. Au théâtre, Au théâtre, au théâtre. à Villars. Et il faut... Le Vouvray est quand même exceptionnel. Oui. Très Ah, bon. Le Sancerre n'est pas mal. Je non plus. regoute le Le Vouvray. Sancerre. Ouais. Et il faut aussi, C'est-à-dire que le Sancerre, après le Mon Vouvray. père était faut pas mal aussi, non s'il vous plaît, parler des exploits de Théo qui renouvellera incessamment l'exploit de Milon de Crotone de manger un bœuf en un jour. Les cornes et les sabots en moins, quand même. Avec. Ce que ce jeune poète élégiaque consomme de macaroni par jour donnerait des indigestions à 10 Lazzaroth. Et ce que je bois de bière enivrerait 10 flamands de Flandre. Et Marcel Proust. Pas tant que ça. Alors Marcel, Nous, cette nous madeleine. partagerons quelques bières. Ça, c'est la vraie, hein. Elle est bonne. Hein. Elle est bonne la madame. Moi, je trouve que ça manque de champagne avec le dessert. Grimaud devrait nous apporter du Grimaud, champagne. Grimaud, du Grimaud, champagne un peu de pour le champagne. dessert. Grimaud, du champagne, Grimaud de la Reynière. Grimaud. Et vous voulez que je vous dise une petite Régnière. poésie de Bria Savarin? Oui. Oui, Ah. volontiers.
Eh bien alors, Auré, Gauthier. tu l'as dit avec moi. Non, non, allez. Allez-y, Colette. Un chien. Vous la connaissez vraiment pas? Un chien dans la rue. Mais alors, non, un chien, quoi? Bria Savarin, un chien s'enivra dans la rue, sur le toit. Qu'est-ce qu'il fait? Non, elle existe. Un chien dans la rue, sur le toit, s'enivra. Vous la connaissez pas? Non. Non. Bien, donc un chien dans la rue, sur le toit, s'enivra. Oui. Descendit.